confinement. Pourquoi a-t-on tant de mal à le vivre? Pourquoi l'homme, avec un grand H, est-il si réticent à l'idée de se confiner, jusqu'à même décider de le braver? Certains se sentent privés de leur liberté, d'autres pensent que les maladies infectieuses, c'est simplement pour les gens qui ne savent pas se protéger. Eh bien, ce soir, nous allons parler de ce qui semble être le premier réel confinement dû à une maladie contagieuse. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Maladie infectieuse, pandémie, propagation et surtout confinement. Tous ces mots qui nous étaient jusqu'à présent lointains, voire issus de la fiction ou cantonnés à des pays sous-développés, sont aujourd'hui devenus notre quotidien. Beaucoup d'entre vous se diront « La situation est déjà assez compliquée, pourquoi remuer le couteau sur la plaie? Pourquoi une énième émission sur ce sujet ?» Eh bien, peut-être dans le but de vous expliquer ce qu'il est arrivé à la première personne confinée. Pourquoi est-ce que des scientifiques ont décidé, suite à la découverte d'une maladie extrêmement contagieuse, de procéder à l'isolement le plus total d'une personne? Pour commencer, le mot quarantaine. Ce terme a mis en émoi la population mondiale dès le début de l'année 2020, lorsque le virus de la Covid-19 s'est propagé à travers le monde. D'où vient-il et quand est-il apparu la première fois? L'histoire de l'isolement, parce qu'il s'agit bien de cela, date d'il y a plus de 5 siècles. C'est vers 1377 qu'une ville croate, Dubrovnik, invente cette pratique pour contenir une épidémie de peste. Les Croates ont donc décidé, grâce à un décret obligeant les voyageurs potentiellement venant de zones contaminées, à se confiner pendant une durée de 30 jours à Kaftat ou sur l'île Marcan, afin de pouvoir débarquer à Dubrovnik, alors appelée République de Raguse. Ce fut ensuite le tour des Italiens, avec Venise, qui par l'importance de son commerce avec le Levant, dut se confiner. En effet, nous savons que la Sérénissime République a vécu de 600 à 1500 63 épidémies de peste, ou 63 vagues, dirons-nous plutôt. En 1348, elle institue un corps d'épidémiologistes qui installe en 1403 le premier lazaret contre les épidémies en provenance de la mer. Lazaret, établissement où l'on isole les sujets suspects de contact avec des malades contagieux et où ils subissent éventuellement la quarantaine. Il devait alors servir de modèle. Ce lazaret fut installé sur l'île Sainte-Marie de Nazareth, appartenant au Père Augustin. Cette mesure sanitaire fut reprise sous le nom de quarantaine seulement en 1625 par les Italiens, car ils passèrent l'isolement suite à une nouvelle épidémie de peste d'1 mois à 40 jours, d'où le terme quarantinario. Si vous vous demandez pourquoi 40 jours, eh bien c'est tout simplement parce qu'un célèbre médecin a décrété qu'une maladie s'arrêtait logiquement au bout de 40 jours. Elle arrivait alors à son terme. Cela signifiait qu'elle était virale et non chronique. Ce fameux médecin n'est autre que Hippocrate, le célèbre médecin qui a donné nom au célèbre serment. En France, le premier véritable camp d'isolement, ou lazaret, fut fondé le 18 avril 1526 à Marseille. Même si les premières mesures d'isolement furent prises à Marseille, dès 1476 par le roi René, qui, promulguant alors son fameux règlement contre la peste, fit disposer plusieurs maisons pour servir d'hôpitaux et ordonna d'y transporter les pestiférés. En réalité, ces maisons étaient situées en bordure de port ou en pleine ville, avec seulement 2 impératifs, ouverts sur la mer et fermés de l'intérieur. Entre guillemets, c'était une véritable prison. Comme nous le savons, l'Italie a joué un rôle précurseur en la matière, et comme en 2020, lors de l'explosion de la contamination au Covid-19, elle a été la première à isoler sa population véritablement. Bien, maintenant que les connaissances de base sur ce sujet sont établies, nous allons pouvoir parler à la véritable histoire, celle de Mary Mallon, aussi surnommée Typhoïde Marie ou encore la sorcière hystérique. Qui était-elle? Quelle maladie a déclenché cette peur de pandémie?
Pourquoi un tel acharnement sur elle? Qu'a mis en évidence de telles mesures en matière scientifique? Beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir, mais aussi décrypter toute cette histoire. Tout commence en 1900, lorsque Marie est engagée comme cuisinière à Mamaroneck, et que 2 semaines plus tard, ses employeurs contractent une forte fièvre et diarrhée. Après consultation avec un médecin, le verdict tombe. C'est la fièvre typhoïde, une maladie extrêmement contagieuse et qui peut s'avérer en bien des cas mortels. La fièvre typhoïde est une infection causée par la bactérie Salmonella typhi, qui se propage habituellement par l'eau ou les aliments contaminés. Les malades sont pris d'une forte fièvre accompagnée de diarrhée. Avant la mise au point des antibiotiques, la typhoïde provoquait le délire et parfois même la mort à cause des diarrhées répétées entraînant déshydratation et divers déchirures. Marie, ne présentant aucun symptôme, est donc invitée à quitter le domicile et en 1901, elle déménage dans l'État de New York où elle va s'occuper d'une nouvelle famille. Et encore une fois, 2 semaines plus tard, la moitié de la famille est contaminée. Cette fois-ci, une lingère meurt. Marie trouve alors une nouvelle place en tant que cuisinière chez un avocat et 7 des 8 membres de la famille tomberont malades de façon éclair. Vous l'avez donc déjà compris, le point commun entre toutes ces familles est donc Marie Malone. Seulement, à l'époque, il n'y a aucun suivi médical, surtout d'État à État. Et donc, Marie continue sa route. En 1906, elle est engagée par une famille d'Ocean Bay, sur Long Island, et toujours 2 semaines après son arrivée, c'est 10 des 11 membres qui sont hospitalisés pour fièvre typhoïde. Selon mes recherches, Marie, toujours à Oyster Bay, est alors engagée par un riche banquier, Charles-Henry Warren, pendant leurs vacances en 1906. Et c'est alors que du 27 août au 3 septembre, 6 des 11 membres de la famille tomberont malades. Seulement, cette fois-ci, les médecins réagissent et ils disent que la fièvre typhoïde est extrêmement inhabituelle au sein d'Oyster Bay. Ces informations dites, cela mit la puce à l'oreille à M. Charles Warren. En effet, craignant pour ses affaires, le propriétaire des lieux fait appel au service d'un spécialiste des épidémies, un certain George Soper. Certains diront à l'époque de lui que c'est un guerrier des épidémies, un détective hors pair, un homme qui, après avoir suivi une formation d'ingénieur en génie civil, décide de se consacrer au respect des services sanitaires. George Soper avait d'ailleurs déjà été embauché par l'État de New York pour enquêter, en 1901, sur l'épidémie de fièvre typhoïde. Il faut savoir alors que lorsque cet homme commence son enquête en 1906, dans l'État seul de New York, 639 personnes ont déjà perdu la vie par faute d'hygiène stricte et encore de manque de soins. Lors de son enquête à Long Island, après un rapport de 1907 dans le journal American Medical Association, il indique d'abord avoir pensé aux coquillages pour source de contamination. Mais après une enquête approfondie, il apprend qu'une nouvelle cuisinière a été embauchée le 4 août et est repartie seulement 3 semaines après le début de l'épidémie, qu'elle avait dans les 40 ans, probablement irlandaise, robuste, grande, célibataire et surtout qu'elle avait l'air en parfaite santé. Celui-ci, intrigué, décide alors d'y regarder de plus près. Soper retrouve alors la trace des riches familles new-yorkaises qui ont employé Mary dans leur maison de vacances entre 1900 et 1907. En tout, 22 personnes en contact direct ont été frappées par la maladie. Il est alors convaincu qu'une personne porteuse de l'agent pathogène répand la maladie. Cependant, à cette époque, nous n'avons jamais eu de cas de porteurs sains, ou du moins asymptomatiques, d'une maladie. Y a-t-il vraiment quelqu'un se déambulant dans les rues, telle une faucheuse, répandant cette maladie mortelle? C'est alors qu'un plat en particulier éveille les soupçons de Soper. Une crème glacée aux pêches que Marie avait l'habitude de servir les dimanches. Pourquoi cela l'a-t-il intrigué? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait les conclusions suivantes. Pour lui, c'est Marie Malone qui est responsable. Et pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'elle cuisine des aliments et qu'elle les cuit, la chaleur détruit les bactéries. Mais lorsqu'elle fait des plats froids, tels que sa fameuse crème glacée, eh bien, la maladie reste et se transmet par les pores de la peau de celle-ci, contaminant ainsi toutes les personnes goûtant à sa cuisine. Il en est certain et les analyses le prouvent. Dès lors, la traque est lancée
et 4 mois après le début de l'enquête de George Soper, il retrouve Mary dans une belle demeure sur Park Avenue. Mary a alors 37 ans et son physique correspond bien à la description des gens d'Oster Bay. 1m68, blonde aux yeux bleus, une bouche et une mâchoire saillantes et surtout un teint resplendissant de santé. Bien sûr, l'enquêteur va alors lui demander de se soumettre à des analyses poussées telles que des analyses de sel. Seulement, celui-ci déchante vite quand Mary devient complètement hystérique et le menace avec des ustensiles de cuisine. Il essaiera une nouvelle fois accompagné d'un confrère à lui, mais Mary refusera tout aussi violemment. L'État de New York n'entend pas en rester là et il charge le docteur Sarah Josephine Baker, première femme médecin connue pour son travail en santé publique à New York, de parler à Mary. Elle s'exécute et Mary lui explique qu'elle se sent persécutée et qu'elle ne fait rien de mal et n'est pas malade. Elle refuse de manière agressive toute analyse. Sarah Josephine Baker reviendra quelques jours plus tard avec des policiers. Cela ne peut plus durer. Et c'est ainsi que Mary est envoyée de force à l'hôpital et surtout qu'elle est formellement identifiée comme porteuse saine de la maladie. Le chef du département sanitaire de l'État décide alors de la placer en isolement. Un isolement qui ne durera pas moins de 3 ans sur l'île de Brother Island au large du Bronx. Mais c'est alors qu'en 1910, une mystérieuse décision est prise. On décide qu'il n'est plus nécessaire de garder les porteurs sains à l'isolement. Pourquoi? Cela reste un mystère, surtout que Mary Mallon est relâchée alors qu'elle n'est pas du tout guérie. C'est ainsi que, le 10 février 1910, celle-ci recouvre sa liberté. On lui demande juste de respecter des gestes d'hygiène stricts et de ne plus effectuer le métier de cuisinière. Mais cela ne durera pas bien longtemps. Celle-ci est à New York, où la vie est très chère, et elle n'est que lingère. Elle ne gagne plus suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. En 1915, elle est soupçonnée d'avoir contaminé 25 personnes de plus, dont 2 qui sont décédées pendant son travail aux cuisines du Sloan Hospital for Women. Et avant, Mary a travaillé en tant que cuisinière dans un hôtel, un restaurant à Broadway, un pensionnat ou encore un spa, et ce, toujours à New York. Les autorités ne tardent plus à la retrouver, et le 27 mars 1915, alors qu'elle se fait appeler Mary Brown, presque 5 ans après sa libération de confinement, elle est de nouveau arrêtée et remise en quarantaine sur l'île. Elle y restera alors jusqu'à la fin de sa vie, sans y avoir acquis une certaine notoriété. Elle donnera d'ailleurs diverses interviews. Elle aura pour règle de ne jamais servir quoi que ce soit, même pas de l'eau. Mais bien sûr, ne pouvant être placée à l'isolement toute sa vie, celle-ci, sous règles strictes, deviendra alors technicienne au sein du laboratoire de la clinique. Mary est alors la seule porteur saine répertoriée de cette maladie à avoir été confinée toute sa vie. Mary est morte le 11 novembre 1938, en quarantaine, à l'âge de 69 ans d'une pneumonie, précédée 6 ans auparavant d'une attaque qui l'avait laissée paralysée. Pendant toutes ces années, et même au moment de la mort de Mary Brown, ou Mary Typhoïde, plus de 400 personnes déclarées porteuses, saines ou asymptomatiques de cette maladie seront trouvées. Mais aucun ne seront confinés comme l'a été Mary. Ce fut le cas de Tony Labella, un immigré italien présumé responsable de pas moins de 100 contaminations, dont plusieurs mortelles. Un guide surnommé Typhoid John, présumé responsable de 36 contaminations, dont plusieurs mortelles, et Alphonse Coltis, un restaurateur et boulanger. Mary n'admettra jamais être malade et être associée à la fièvre typhoïde. Mais c'est parfaitement normal. Elle n'avait ni la culture, ni les connaissances sur le sujet lui permettant de comprendre ce qui lui arrivait. C'était la première. Comment pouvait-on imaginer à l'époque être en pleine santé, en pleine connaissance de ses moyens, et pourtant être déclarée malade d'une maladie si dangereuse? Le terme anglais, Typhoid Mary, est toujours utilisé pour désigner quelqu'un qui répand involontairement une maladie, car en effet, même si elle finit par être mise au courant de sa condition, celle-ci ne put s'y résoudre pour les raisons qui vous ont été citées précédemment. On parle donc de contamination involontaire ou plutôt inconsciente. Mais alors, cette quarantaine a-t-elle seulement servi à quelque chose? Si cette réponse reste en suspense dans les faits, elle a eu une importance reconnue dans chaque pays où le système de santé publique est efficace
mais surtout au sein de chaque armée, où les maladies transmissibles seront alors beaucoup mieux maîtrisées grâce à la procédure d'isolement et de quarantaine. Comme nous arrivons au terme de cette émission, je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, bien réelle et bien loin des creepypastas habituels. Bien sûr, je vous invite également à liker, partager et commenter cette émission afin de me dire tout simplement comment l'avez-vous trouvée et surtout nous aider à la diffuser afin que la chaîne soit de plus en plus connue. Et quant à moi, il est temps de vous laisser et de retourner à mes recherches. Je vous dis à bientôt dans un prochain JTR.